Daphné Alessian, directrice marketing et communication de Fujitsu en France. Merci à tous d'être présents. Nous aurons donc Nature et Découverte. Nous allons avoir Pernod, nous allons avoir GRT Gaz, Legrand, Pierre et Vacances, Oxia, Zodiac, SDO et je pense ne n'oublier aucun. Messieurs les directeurs généraux, DSI, etc., un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Il me faut également, et c'est vraiment avec un grand plaisir que j'accueille nos 8 sponsors et partenaires qui sont Intel, sponsor Platinum de l'événement, un grand merci. Gold sponsor, nous avons NetApp, Citrix, Microsoft et SAP. Et enfin, nos sponsors Silver, Commvault, Oracle et Innovance. La crise que l'on vit, de mon point de vue, on dit toujours que c'est une crise financière au départ, et c'est certes une crise financière au départ, mais je pense que c'est d'abord un effet d'accélération aujourd'hui qui se produit. Il y a un certain nombre de choses qui se produisent, qui sont, à mon avis, des bouleversements fondamentaux qui se produisent dans notre société, et c'est probablement la fin d'une période industrielle telle qu'on l'a connue depuis le 19e siècle, où on était sur un modèle de production de masse et un modèle qui était basé sur l'efficacité. Et aujourd'hui, moi je lis beaucoup de choses actuellement sur tous ces sujets dont on a parlé. On a parlé de nomades, on n'a pas parlé, mais il y a des choses qui se font dans grassroots innovation, il y a l'open innovation, il y a beaucoup de choses, Society 3.0, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont écrites actuellement dans la littérature. Et j'ai essayé de mettre ici quatre éléments que je trouve assez révélateur de ce qui est en train de se passer actuellement. Deuxième point, c'est l'émergence de modèles centrés sur la collaboration et sur la renaissance du collectif, quelque part. On parle beaucoup de co-entreprise, on parle beaucoup de coworking, on parle d'open innovation. C'est-à-dire qu'open innovation, c'est quoi? C'est qu'autrefois, les entreprises développaient leur propre innovation in situ en protégeant extrêmement leur propre propriété intellectuelle. Aujourd'hui, on est dans un monde où la création de valeur, la création de l'innovation se fait en réseau, en collaboration. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. On parle de grassroots innovation aussi, qui sont des tendances de cette même nature. Le troisième point, c'est probablement le passage d'un monde qui était uniquement centré sur la consommation à un modèle où le consommateur et le producteur se mélangent. On est parfois producteur dans ce monde-là, notamment dans l'économie digitale. Lorsqu'on regarde quelle est la valeur d'un Facebook, ce n'est pas la valeur de la plateforme, c'est la valeur du contenu que nous créons les uns et les autres ensemble, et c'est la valeur de ce contenu-là qui fait la valeur d'une plateforme comme Facebook. Aujourd'hui, quelque chose qui est émergent et qui est extrêmement nouveau, c'est l'apparition de modes de production extrêmement décentralisés. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se produit qui est, à mon avis, une révolution. On a un peu de mal à cerner qu'est-ce que ça va donner, mais l'arrivée des imprimantes 3D, l'arrivée des Fab Labs, des endroits où on peut collectivement construire quelque chose, c'est, à mon avis, une révolution parce qu'on va passer d'un mode très centralisé à un mode très décentralisé. So today I want to share with you over the next 30 minutes or so is Fujitsu's vision for the future, which is the human-centric intelligent society. And we lay that out in what we call the Fujitsu technology and service vision. And I'll take you through that and take you on that journey today. So how will the Fujitsu vision shape tomorrow, and what will that future look like, and how different will it be from today? And indeed, it will be very different from what it is today. We're moving into the next generation of the internet, a generation with unparalleled change that we've seen in the past, a generation where more things are connected than ever before, and what the World Economic Forum calls the hyper-connected world. So ICT should be seen as an enabler not just for business, but also for society. And Fujitsu has this vision that we will make it a better place for not just business, but for society and for the individual. And on that point of the individual, we see the individual as the creator. The ability now to access that information
the power of what is in the cloud, the usability that sits at a mobile or mobility sense, connected with real-time information and big data platforms that create knowledge to navigate the individual and then knowledge to navigate the business. So as you bring those together, we think the human is the power or the cornerstone of this. And so empowering the human or the individual allows the business to be more creative and allows the individual to help contribute to saving or supporting the challenges in society. So Fujitsu has a vision for the future. We believe human-centric ICT should be leveraged to create a more intelligent society. A society where it is a better place to work and where we can create a more sustainable future where we can live and prosper better together. So it's about taking the power the technology is now giving us and looking at how we can apply that into our work and our life space. And as we look at those, they are continually merging together. So the ICT that is used today at home is the ICT that will be used in business and vice versa. So it's about a continual shift and refinement of these areas. So this vision for the future is about helping our customers and our partners differentiate and work in a business sense more efficiently, but also in this concept of we have smart working, which is where ICT has been used in the past, to working smart, where ICT can be used to differentiate and change. The power of the two is when a customer's business know-how fuses with the know-how of Fujitsu's technology to create that human-centric intelligent society. And ICT needs to be at the core to change that. La prochaine table ronde, les technologies au service de nouveaux usages. Parce que finalement, qu'est-ce que ça va permettre tout ça? C'est des nouveaux usages, de la sécurité encore en plus. Et pour cette table ronde, j'ai vraiment un immense plaisir d'accueillir un certain nombre d'intervenants très prestigieux. D'abord, nos clients. Donc Jocelyn Ollier de Nature et Découverte, DSI de Nature et Découverte, qui monte sur scène, accompagné de Jean-Michel Jurbert, qui est business developer chez SAP. Donc on apportera la partie in-memory et big data. On va parler également cloud computing et j'ai le plaisir d'accueillir M. Bedjani, qui est DSI de Zodiac Marine Pool, M. Bedjani sur scène, et M. Mathieu Hugues, qui est directeur général de Fujitsu Run My Process. On va parler cloud computing. Et puis enfin, la partie innovation et ces belles machines qui sont parties et qui sont mises au point dans nos laboratoires de recherche et développement. En Angleterre, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui le directeur de nos laboratoires de recherche et développement en Angleterre, David Snelling. Donc gardez bien vos casques parce qu'il y a toujours la traduction simultanée si vous le souhaitez. Donc il va nous parler de quelques projets extrêmement innovants qui vont révolutionner les usages et dessiner l'informatique de demain. Le tout animé par Reynald Fléchaud. Voilà, modérateur et animateur de cette table ronde. Reynald est directeur de la rédaction chez Silicon.fr Channel Biz. Et j'ai vraiment un grand plaisir à l'accueillir aujourd'hui sur scène. Il va animer cette table ronde ainsi que la suivante. Un grand merci, messieurs, pour votre participation. Et c'est parti sur les technologies au service des nouveaux usages. On va commencer tout de suite par le premier thème de cette table ronde, qui est le cloud, avec le témoignage de Joseph Bedjani, qui est le DSI de Zodiac Marine Pool, et Mathieu Hugues, qui est le PDG de Run My Process. Comme c'était une structure LBO, et comme vous savez, ce qui caractérise les LBO, c'est que c'est un cycle de vie assez court, en moyenne 5 à 6 ans. Dans ces 5 à 6 ans, il faut croître, restructurer, augmenter la profitabilité et la valeur de la société. Donc moi, quand j'ai rejoint la Zodiac Marine Pool, il y avait 4 exigences principales. La première, c'est la rapidité. Il fallait, en 12 mois pratiquement, mettre en place une structure informatique qui était autonome et à l'échelle globale. Deuxième exigence, c'était une exigence financière, c'est-à-dire il fallait contrôler les coûts comme tous les services informatiques,
Nous, notre exigence était de rester sous les 1,5% du chiffre d'affaires net. Troisièmement, c'était un challenge technologique. Il fallait moderniser les systèmes d'information et compléter la palette des services informatiques, des systèmes ERP bien évidemment, mais aussi des systèmes CRM et tout ce qui est bureautique et collaboratif. Et quatrième point qui est très important dans une LBO, c'est l'exigence de rapidité et flexibilité. Mathieu Hugues, peut-être, je rappelle, vous êtes le PDG de Run My Process, dont Joseph Bedjani vient de parler. Alors, Run My Process, c'est une start-up, je crois, d'origine française, qui a été rachetée par Fujitsu l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Est-ce que l'exemple que vient de donner Joseph Bedjani vous paraît emblématique d'une nouvelle façon, finalement, pour les DSI, de réfléchir à l'IT, de faire de l'IT ? Il y a deux choses que je trouve très intéressantes dans ce qui a été raconté par Joseph. La première, c'est la situation, c'est-à-dire une entreprise qui est sous pression simplement par sa structure, parce qu'elle est en phase de LBO et que donc les délais de retour sur investissement, comme vous disiez, sont immédiatement réduits. Donc il y a une vraie pression sur l'informatique de réussir à délivrer des solutions qui vont amener un retour sur investissement au niveau business, optimiser le fonctionnement de l'entreprise en 3 mois, 6 mois, pour que ça ait vraiment un impact sur la durée du LBO. Seconde thématique de cette table ronde, avec le in-memory. Enfin, plus exactement, plutôt que de parler du in-memory, je préfère qu'on parle du fonctionnement en temps réel des processus métiers, c'est plus l'objectif finalement. Avec l'exemple de Nature et Découverte, alors autour de la table, on a Jocelyn Ollier, qui est le DSI de Nature et Découverte. Les axes de développement en France sont quand même assez compliqués, et donc on se devait de se développer sur 2 axes. Un premier à l'international, par exemple sur le territoire allemand où on vient d'ouvrir un premier magasin, mais également de renforcer notre positionnement et notre agilité sur la partie digitale, avec une marketplace, avec du mobile commerce, avec du click and collect, etc. Alors, vous l'avez dit, le métier de retailer est en train de changer, le marché est en train de changer. Pourquoi, finalement, dans ce contexte, vous êtes intéressé au in-memory et donc, finalement, au fonctionnement en temps réel de vos processus ? Alors, en fait, plus que le in-memory, je crois qu'il faut plutôt parler de temps réel parce que c'est le vrai sujet, la vraie adhérence que l'on peut avoir dans le métier. Et c'est d'ailleurs également ce qui a justifié et expliqué ce choix de Nature et Découverte de complètement transformer son organisation, mais aussi de transformer de manière intégrale son système d'information. Le in-memory, c'est avant tout du temps réel. Et aujourd'hui, dans le monde du retail, nous avons besoin de cette réactivité, de cette proactivité. On parlait de time to market dans l'introduction, c'est exactement ça. Nous sommes obligés d'être au plus proche de nos clients, au plus proche de nos fournisseurs et d'avoir effectivement cette capacité de réaction qui soit totalement en anticipation. Alors, on peut l'expliquer aujourd'hui. Typiquement, en magasin, attendez-vous, ça n'est pas encore le temps, puisque nous finalisons, mais d'ici 6 mois, nous serons totalement capables, grâce au temps réel, de profiler en temps réel un client qui a passé la porte d'un magasin Nature et Découverte, qu'il soit dehors pour que je l'amène à ma vitrine, ou qu'il soit dedans pour que j'active un profiling en temps réel, et typiquement que je pousse de la promotion en temps réel, complètement adapté à ses coutumes de consommation sur nos différents canaux, qu'ils soient digitaux ou qu'ils soient physiques en magasin. On parle de supply chain aussi peut-être. Aujourd'hui, nous sommes en réactivité, prenons les soldes, nous multiplions par 5 ou 6 nos chiffres d'affaires dans ces journées fortes. Aujourd'hui, nous sommes en réactivité, nous sommes à épuisement de stock, nous loupons des ventes. Demain, nous démultiplierons en tant que tel les phases d'approvisionnement de nos magasins. Pire que ça, en fonction du comportement de nos clients et des modes de consommation sur des gammes de prix, nous modifierons en temps réel nos démarques et nos promotions vis-à-vis de nos clients. La solution, bien écoutez, c'est Sapana, voilà, puisque effectivement, elle nous offrait toute cette transversalité déjà en termes de métier en tant que tel. Et deuxièmement, elle nous offrait avant tout, en collaboration avec Fujitsu sur la partie hardware, cette capacité de temps réel. Donc on parle bien de Sapana sur l'ensemble des directions métiers. Est-ce que vous pouvez nous resituer un peu les différents scénarios d'usage de ANA aujourd'hui sur le marché ? Alors, SAP ANA, c'est une évolution, on parle de nouveaux paradigmes, etc. En tous les cas, c'est pour vous tous qui êtes concernés par l'évolution de votre système d'information, la capacité de faire évoluer et d'accompagner, on va dire, votre organisation dans la transformation de l'économie. On peut parler d'évolution du digital, de la croissance des données, le monde connecté, etc. Aujourd'hui, tout nous amène quelque part à aller vers la prise en compte d'un système d'information évolutif, agile, et qui permette cette prise en compte du temps réel.
ce que l'on appelle, dans le cadre de Nature et Découverte, on parle de la mise en place des applicatifs, donc de la suite ERP, des modules CRM, logistique, etc. sur ANA. On a les autres cas d'usage qui sont bien évidemment d'un point de vue décisionnel, toutes les parties analytiques sur ANA. Donc là, l'objectif, c'est de supprimer les temps batch, les nuits applicatives stressantes, etc. On est capable aujourd'hui de faire du pilotage, du tableau de bord directement sur les données opérationnelles. Et le dernier cas d'usage, ANA, c'est aussi une plateforme de traitement et de développement en mémoire de l'information. Donc là aussi, on a pléthore de clients qui ont développé de nouveaux applicatifs pour répondre à des besoins de transformation de leur métier from scratch et qui donc sont totalement innovantes en proposant de nouveaux services et produits à leurs clients finaux et partenaires. We look at 3 kinds of research. One is we will do direct research for the business unit to solve an immediate problem. We do strategically directed midterm research, and then we do blue skies and long-term thinking as well. How do you define it? Is it a method of working with the customers? So I always have, I did a study a few years back on what we mean by open innovation. And it has 3 main aspects to it. One is you have to start with a new idea of some sort. And it could be a new idea in content, or it could be a new idea in the context. So you're taking something that exists and putting it into somewhere else. So that's the first step. The second step is it has to be the application of the idea. It can't be something that doesn't result in a final outcome. It has to have a final result that is an application that does something for people. But most importantly, it has to be of value and benefit to all of the collaborators. Because open innovation has to be seen and actually result in benefit for everybody involved. So that's what open innovation is for me. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quand Fujitsu, pour la première fois, était en contact avec une filiale de GDF Suez, GRT Gaz, on a découvert un contexte extrêmement contraint qu'Hervé Constant, son DSI, va nous présenter dans quelques instants, extrêmement contraint par le temps, par les budgets, et surtout par le besoin d'avoir un partenaire qui s'engage et surtout qui tienne ses engagements. GRT Gaz, nous sommes l'entreprise qui transporte une des 2 entreprises qui transportent le gaz en France, mais nous sommes celle qui a le plus long réseau de transport en Europe. Notre métier, vous l'avez vu dans le petit film, je ne vais pas m'éterniser, c'est à la fois de transporter en toute sécurité le gaz donc pour des clients, qu'on appelle des expéditeurs, dont notre maison mère, GDF Suez, je vous dis ça parce que c'est ça justement l'enjeu de l'histoire, et bien sûr de vendre ces capacités. Donc notre produit, c'est de la capacité de transport, ça se mesure en énergie, en kilowattheure. Donc notre métier, c'est ça. Alors pour faire ça, on a, comme tout le monde, on a du SI, on ne ferait rien sans du SI. On a donc bien sûr un SI industriel, le SI, je dirais, le plus ancien. Nous sommes une entreprise, comme vous l'avez vu, assez ancienne. Et comme tout industriel, ça fait assez longtemps que nous outillons nos processus par du SI, donc par de la GMAO, par du PLM, par, évidemment, vous avez vu en image notre dispatching, l'endroit où on gère le réseau, le cœur de la gestion de réseau, le SCADA. Voilà. Donc nous avons évidemment tous ces SI, je dirais, historiques. Alors historiques parce que le SI est un organe vivant. Nous, ça fait très longtemps, puisque nous appelions avant Gaz de France, que notre SI était totalement imbriqué, d'où des imbrications, imbriqué dans le SI de GD Gaz de France à l'époque et de GDF Suez aujourd'hui. Et donc, vous savez, quand on s'imbrique dans le SI, les racines vont assez profond. C'est assez compliqué, vous verrez après, à enlever ça. Donc, on a un SI commercial qui, lui, est un peu plus jeune, il faut le dire, puisque ça fait quand même pas très longtemps que notre business model GRT Gaz de transporteur existe. Hein. Ça date des directives européennes de la fin des années 90, où, comme pour la SNCF, pour le transport d'électricité, comme pour toutes ces boîtes de réseau, pour France Télécom, les directives nous ont obligés à séparer la partie régulée, donc la partie infrastructure, la partie transport ou distribution, de la partie vente, négoce, qui, elle, n'est pas régulée. Et donc, nous avons, comme tout le monde, un CRM. On n'a pas un nombre de clients impressionnant, mais on a un CRM quand même.
Et puis, bien sûr, on a notre métier, c'est de vendre de la capacité. Nous vendons de la capacité. Notre chiffre d'affaires, c'est 1,8 milliard cette année. Tout ça, on le fait à travers le SI. Et donc, on a évidemment un SI spécifique, adapté à nos besoins, de vente de nos capacités par Internet. Bon, nous avons évidemment aussi notre SI support, notre ERP, notre SI RH, notre SI du système d'information, nos achats, évidemment la bureautique et tout ce qui fait qu'on peut travailler comme n'importe quelle entreprise. Et donc c'est bien tout ça qui, jusqu'à 2011, et pour une partie encore aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on n'a pas fini de les imbriquer, comme Patrick tu l'as dit, était noyé dans les data centers de GDF Suez, donc 3, il y en a 4 ou 5 aujourd'hui, répartis sur 7000 serveurs physiques. Alors nous, on n'était pas sur les 7000, nous, mais on était sur une partie de ces 7000-là. On était 3500 postes de travail au milieu de 25 000 postes de travail gérés par GDF Suez. Et donc, il est arrivé quelque chose, ce qu'on a appelé la 3D, la troisième directive européenne. Les deux premières datent de 2000 et de 2005, de mémoire, qui impose à des grandes maisons comme les nôtres, donc comme GDF Suez, qui reste notre actionnaire principal, de se séparer de sa filiale de transport et de la rendre autonome et indépendante. C'est évidemment trouver quelqu'un qui se charge de ça, et ce quelqu'un-là, c'est Frédéric Richtstein, qui va monter sur scène et qui va vous expliquer, en tant que directeur de ce programme-là, comment on a fait ça, les contraintes qu'on a eues, les solutions qu'on a trouvées, le rôle de Fujitsu, évidemment, et puis je viendrai conclure après avec lui. Merci. Bonjour à tous. Donc, voilà, donc il fallait créer un programme qu'on a appelé programme SI 3D, donc 3D comme troisième directive. Pas forcément très original comme nom, mais il fallait être un peu efficace. Donc très rapidement, si je reviens sur la désimbrication du SI, Patrick disait, quand il arrivait, il y avait une situation très contrainte, avec une complexité, beaucoup de travail de préparation. Hervé en a parlé, la désimbrication, c'est une désimbrication au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cadre d'un déménagement où on a des serveurs qui est déjà assez complexes, où on prend tout un pan des applications qui sont bien repérées, bien détourées dans un data center et qu'on transporte d'une façon ou d'une autre vers un autre data center. Le principe du SI GDF Suez était de mutualiser tout ce qu'il pouvait mutualiser. À l'essence, c'était sa vocation, délivrer des services appropriés à chaque BU en fonction de ses propres besoins, mais malgré tout, utiliser des plateformes mutualisées, avoir des applications sur des serveurs virtuels qui hostaient plusieurs applications, etc. Donc le travail de préparation sur la partie applicative, mais sur l'ensemble du programme, était bien d'aller détourer l'ensemble de ces bouts du SI de GRT Gaz, de le détourer du SI GDF Suez, de l'isoler correctement sans casser ce qui existait, etc. Donc c'est une vraie désimbrication. Là, c'est une des premières particularités du programme. Je dirais la deuxième particularité des imbrications du SI, c'est le SI, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du SI. On n'est pas parti avec des bases en disant bon ça on a déjà notre réseau chez nous, on va sortir les applis, ou on a déjà le poste de travail, etc. C'est l'ensemble du SI qu'il fallait désimbriquer. Hervé Constant l'a bien expliqué dans un temps relativement contraint. Donc c'est quand même quelque chose d'assez structurant, c'est-à-dire que on avait 40 mois, donc on a phasé les choses, on n'a pas fait tout en même temps. Enfin il y a beaucoup de choses qu'il a fallu tuner, qu'il a fallu paralléliser, mais globalement le programme SI 3D s'est construit sur ce constat. On l'a construit sur la base de ce qu'on a appelé 12 projets majeurs. Et les 12 projets représentent chacun de ce que j'appelle moi les pans du SI. C'est-à-dire que Hervé disait aussi, le data center, on avait un hébergement dans les data centers de GDF Suez, et bien il fallait aller trouver son propre data center ou son propre contrat d'hébergement pour pouvoir y poser ses applications, avec négocier son propre contrat d'infogérance, etc. Donc il y a un projet data center qui a été identifié, qui a commencé avec un appel d'offres, etc. Une fois qu'on a choisi l'hébergeur, il a fallu identifier les salles, urbaniser les salles, les préparer, mettre le réseau, aller mettre les infrastructures de mutualisation, de stockage, de virtu, etc. Un projet data center en tant que tel. Un projet réseau, je vous passe vite, c'est juste pour comprendre un petit peu ce que c'est que le programme. Un projet réseau en tant que tel, qui lui, a priori, est relativement différent du projet data center, mais il fallait sortir le réseau et être autonome et indépendant de GDF Suez, également sur tout ce qui était réseau. Donc le réseau, un projet. Dans le réseau, il y a le LAN, le WAN, la téléphonie, etc. Donc plusieurs sous-projets à chaque fois, mais un projet structurant qui a été créé.
Et voilà, il y en a 12. Les applications, on a dénombré au départ environ 300 applications. Alors les applications cœur de métier, propres au métier de GRT Gaz, le transport, le BC Indus, etc. Puis les applications support, la finance, la logistique, etc. Donc au total, voilà, 300 applications. On a fait le tri un petit peu là-dedans, mais il fallait sortir ces applications, donc un projet avec un chef de projet dédié sur la séparation des applications. Des projets d'IAM, parce que les plateformes de sécurité, de gestion des habilitations et des accès, il fallait les reconstruire, il fallait se les approprier, donc un projet spécifique là-dessus. Pareil pour les échanges applicatifs. Un projet sur l'environnement de travail, parce je peux vous parler des applis, mais en fait c'est vraiment tout le SI, donc la bureautique, le poste de travail, les serveurs de fichiers, l'Active Directory, la Télédis, SSM, etc., la messagerie. Donc pas mal de sous-projets à l'intérieur de ce projet-là, mais 12 projets majeurs qui représentent tous les projets du SI. La DSI s'est créée au rythme s'est créée à évoluer et évolue toujours au rythme de la désimbrication. C'est-à-dire que auparavant, côté GRT Gaz, les personnes étaient plus des assistances à maîtrise d'ouvrage en lien avec le métier et qui se faisaient le relais de la DSI GDF Suez, ou alors des chefs de projet, des appuis au projet qui se faisaient plus, ou des correspondants informatiques qui se faisaient plus le relais auprès des utilisateurs de toute la maîtrise d'œuvre qui était opérée au sein de GDF Suez. Donc il n'y avait pas vraiment d'équipe d'expertise qui était en place, il n'y avait pas de technicité mise au point, il n'y avait pas d'équipe d'exploitation qui connaissait complètement leur boulot, qui utilisait les process complètement rodés. Il a fallu créer tout ça. Si on en est à réussir, alors on n'a pas fini, hein, je fais attention à ce que je dis, mais on va y arriver, on va réussir. Ce pari-là, qui était désimbriqué dans les coûts, dans les délais et avec les niveaux de performance attendus, c'est parce que je pense que même si on n'avait pas eu beaucoup de temps, ben on l'a pris, ce temps-là, on l'a pris pour discuter, on l'a pris pour négocier, on l'a pris pour poser des bases. Ces mots-là sont pas... Ils sont plus. Ils sont là. D'accord, bon. C'est moi qui ai dû... Non, je n'ai plus la main. C'est pas grave. Voilà. Donc, ce ne sont pas des mots galvaudés pour nous. C'est vraiment ce qu'on a réussi à faire, je pense. C'est un ménage à trois, hein, sur cette partie-là. C'est toujours compliqué, les ménages à trois. Enfin, il paraît, hein, je ne connais pas bien. Mais en tout cas, sur cette partie-là, c'est extrêmement compliqué. Et je pense vraiment que le temps qu'on a pris au départ pour mettre en place cette relation contractuelle avec un contrat qui est lui aussi assez innovant d'ailleurs, les clauses qu'on a intégrées dans ce contrat-là sur l'engagement de performance, sur la façon de payer les différentes vagues, on n'a pas dit mais on a fait ça en vagues, etc., est assez innovant. Et ce temps-là, on ne le regrette pas, ça nous a aussi permis de nous connaître, parce qu'on ne se connaissait pas avant, donc c'est une histoire, c'est pas une vieille histoire de vieux DSI qui connaît une entreprise depuis très longtemps, on en a d'autres comme ça, mais avec vous c'était vraiment nouveau, et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on est en train de réussir, et pour ça c'est quand même assez intéressant à dire, à raconter. C'est pour ça qu'on est venu vous raconter. On ne voulait pas vous raconter trop tôt, parce que vous nous avez demandé de venir quelques temps avant. Donc on préférait venir plutôt après, donc où là on est quasiment à la fin, parce que cette réussite-là, on peut maintenant en témoigner, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Et je pense que notre discussion du départ y est pour beaucoup, et c'est ça que je voulais, c'est par ça que je voulais conclure. Au travers de ce projet, Hervé, tu nous as permis dans ce ménage à trois, avec Patrick, de reconnaître les compétences de chacun et d'élever notre niveau d'exigence réciproque. Et pour ça, on te remercie. Pour pouvoir témoigner et apporter des éléments concrets à cette discussion et voir comment la mobilité est au service des métiers au niveau des nouveaux usages, je vais avoir le plaisir d'accueillir sur scène deux de nos clients et notre partenaire Platinum de l'événement, Intel, avec la présence de Bernadette Andriati, VP Marketing IMIA, que j'ai un grand plaisir d'accueillir. Christian Cussonneau, qui est responsable infrastructure chez Pernod. On va aller un peu dans le domaine des vins et spiritueux. Après, excusez-moi, le gaz et les transports de gaz. Donc, c'est un autre domaine. Et Gilles Messonnier, directeur général de SDO, une société qui est peu connue, mais qui mérite d'être découverte. Je suis René Fléchaud, directeur de la rédaction de Silicon.fr. On va parler de mobilité, comme on l'a vu sur cette vidéo, et de mobilité au service des métiers. Donc autour de la table, comme l'a dit Daphné, on a la chance d'accueillir deux utilisateurs de mobilité, et de longue date, je crois. Vous allez nous expliquer ça, messieurs. Monsieur Cussonneau pour Pernod et Monsieur Messonnier pour SDO. On va commencer peut-être par vous, Monsieur Cussonneau, si vous le voulez bien. Vous allez nous présenter le projet que vous avez mené chez Pernod. Exactement, bonjour. Donc Pernod, c'est une société fondatrice du groupe Pernod Ricard, avec la société Ricard.
Nous sommes implantés en France, 650 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire, avec une caractéristique, c'est qu'on a une force de vente extrêmement importante, puisque on a à peu près 250 commerciaux par rapport à 650, c'est une proportion importante. À partir du moment où, dans ces années lointaines, il a fallu informatiser la force de vente, on a pris l'option de leur donner un poste de travail déjà mobile pour qu'ils puissent travailler. Il faut savoir que notre force de vente travaille un peu partout, c'est-à-dire elle peut travailler chez elle, elle ne vient jamais au bureau, elle n'a pas de bureau en fait. Donc elle travaille dans sa voiture, elle travaille chez elle travaille chez les clients, et nos clients, c'est les boîtes de nuit. Il y en a qui travaillent la nuit, donc c'est n'importe quand, ils travaillent n'importe quand. C'est dans la journée avec, je sais pas, les cafés, hôtels, restaurants, les établissements de luxe, et évidemment la grande distribution. Et donc c'est très important que pour nous, un chef de secteur ou un chef de vente ait sur place la totalité de ses outils, notamment son book de vente, qui, lorsqu'il était papier, faisait à peu près 3 kilos, et qui ne faisait que ça, c'était des photos, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est sur des micro-ordinateurs portables. Donc, je reviens, en 93, on a commencé à mettre des machines tactiles et des tablettes. Après, on est venu simplement à des convertibles tactiles. Et récemment, nous avons rééquipé toute notre force de vente de tablettes Fujitsu. Justement, au siège, je crois également pour l'encadrement, vous êtes en train d'équiper vos cadres de dispositifs mobiles également? Alors, tout à fait. Alors, ce n'est pas que les cadres. En fait, c'est grosso modo toutes les personnes qui ont besoin de bouger. Ça peut donc être aussi bien des assistantes, des agents de maîtrise, etc. On les a équipés depuis le début de l'année d'Ultrabook, Fujitsu, tactile également. Et aujourd'hui, sur 650 personnes, on a 400 machines portables Fujitsu. Et on est en train d'augmenter cette proportion. Je dirais que bientôt, il n'y aura peut-être plus que les comptables qui auront un desktop. On va maintenant passer à une autre société qui ne travaille pas dans le domaine des alcools mais de la culture, mais qui a un point commun avec Pernod, c'est que vous êtes intéressé, Monsieur Messonnier, donc, qui est le directeur général de SDO, très tôt également aux tablettes. Peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de la société SDO, qui est peut-être pas très connue de l'auditoire aujourd'hui? Bonjour à tous. Donc effectivement, Daphné l'a dit tout à l'heure, on n'est pas connu, mais on gagne à être connu. Donc je vais tenter déjà de présenter SDO. Donc on n'est pas connu puisqu'on travaille dans le B2B et on n'a pas de marque, on est distributeur de produits culturels. Sur 250 personnes, il y a 130 personnes qui sont sur la force de vente et qui font ce job tous les jours. Depuis longtemps aussi équipé de tablettes. Donc là, moi, je suis arrivé DSI à l'époque en 2000. Mon job a été d'implanter la 3e version de tablette. La première, je crois que c'était quelque chose qu'on m'a montré, c'était 3 lignes et c'était du DOS. J'ai dû remplacer la version 2, c'était un truc lourd, moche, en MS-DOS à l'époque. Et en 2000, on m'a dit, tiens, toi, tu as l'air jeune, tu vas mettre quelque chose de moderne en Windows et déjà Fujitsu à l'époque. Voilà. D'accord, donc on comprend bien le métier de gestionnaire, finalement délégué de rayon pour des supermarchés. Il fallait de toute façon qu'on remplace le fameux cadencier papier, enfin la liste de tous les produits. Vous voyez, 200 produits par semaine, donc vous imaginez des papiers, et puis derrière on met des petits chiffres, et à l'époque on les faxait, et puis il y avait des opératrices de saisie. Donc un truc de fou, source d'erreur, enfin c'était impossible. Donc il fallait vraiment que très tôt on industrialise ça et qu'on vive avec notre temps. Enfin, je parle déjà du siècle précédent. Hein. C'est intéressant qu'aujourd'hui, voilà, la technologie, la mobilité, elle est dans tous les métiers. Et elle n'est pas réservée simplement à certaines catégories ici. C'est plus du tout le cas. Ce qu'on a annoncé récemment, aussi bien à San Francisco et à Berlin dans les dernières semaines, c'est l'émergence de technologies qui, vraiment, à mon avis, qui vont complètement révolutionner. La première, c'est tout ce qui est réalité augmentée. Aujourd'hui, vous appréhendez votre ordinateur avec un clavier ou avec le tactile. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce qui est naturel, c'est le geste,
c'est le regard. Donc ce qui va arriver avec aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour le grand public, mais encore plus dans le monde, dans l'entreprise, avec tout ce qui est réalité augmentée, ça va être des applications où, par exemple, vous pouvez imaginer, et ça existe, ça va sortir l'an prochain, sur les ordinateurs et sur les tablettes, où vous n'aurez pas besoin d'une souris, mais simplement avec votre regard, vous pourrez exécuter ce dont vous avez besoin. Vous aurez vraiment une interaction avec votre ordinateur ou votre tablette. Aujourd'hui, vous devez interagir à travers un clavier. Là, l'ordinateur aussi pourra ressentir comment vous êtes. Vous pouvez tout imaginer. J'ai vu des applications où, par exemple, l'ordinateur reconnaissait si vous étiez de mauvaise humeur ou de bonne humeur le matin. Bon, et du coup, vous mettez certaines tâches déjà pour démarrer, pour vous mettre de bonne humeur. Voilà. Donc, par exemple, j'ai vu des outils, par exemple, vous parliez de grande distribution qui existent d'ores et déjà, donc qui vont sortir en fin d'année. Par exemple, dans un grand magasin, vous aurez la possibilité, à travers une tablette ou un PC, sur justement une présentation de produits, de reconnaître quels sont les produits qui marchent le mieux. Parce que justement, il y aura cette reconnaissance faciale et vous pourrez voir les produits qui ont le plus de succès, où les gens réagissent le mieux, interagissent le mieux avec les produits. Et par exemple, pour une grande enseigne, et d'ailleurs qui va l'implémenter bientôt, ils ont déjà fait des tests pilotes, ils peuvent voir les produits qui fonctionnent le mieux et du coup, ils vont pouvoir ajuster ce qui est présenté, ils vont pouvoir aussi gérer mieux leur stock, d'accord, parce que s'ils voient que le produit marche très très bien. J'ai vu aussi que, par exemple, dans cette enseigne, ils regardaient que, par exemple, pour tout ce qui est tablette, les femmes et les hommes ne choisissent pas du tout les mêmes produits, parce qu'ils voyaient bien, à travers cette reconnaissance faciale, qu'ils n'avaient pas la même appréhension de la technologie, par exemple. Donc voilà, ça c'est un exemple. Donc j'y crois vraiment, je pense que la réalité augmentée va changer complètement notre approche d'interfacer avec les nouvelles technologies, que ce soit les tablettes, mais bientôt les phablettes, enfin tout ce qui arrive. Et puis, donc, nouveauté aussi, c'est qu'on est tous en train de charger en permanence, d'avoir des fils. Je ne sais pas vous, mais moi je voyage beaucoup et je n'ai jamais le bon adaptateur. Bon, c'est compliqué par rapport. Donc là, on va vraiment arriver à et ça sort l'an prochain, donc ce n'est pas du futur. C'est tout ce qu'on appelle en français recharge universelle, donc en sans fil, où vous pouvez approcher directement votre téléphone ou votre tablette de votre PC ou d'un point de charge qui se retrouvera comme le Wi-Fi dans les grands magasins, dans les gares, dans les aéroports, au travail, sans avoir à brancher, avoir votre adaptateur. C'est plus du rêve, ça devient de la réalité. Et ça, pour moi, c'est aussi une autre évolution. Si on pouvait prédire effectivement ce qu'on doit acheter et surtout ce qu'on va vendre, ce serait bien. Je crois qu'aujourd'hui, déjà, nous, avant ça, enfin, on voit bien dans le film de Fujitsu, on voit toutes les applications énormes qui vont révolutionner, je pense, effectivement, la consommation. D'autres, peut-être, nous, la grosse difficulté que l'on a, c'est que travaillant pour des supermarchés indépendants, dans la majorité des cas, on n'a pas les remontées de vente. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille nous-mêmes faire les pointages. Et nous, l'enjeu pour nous, c'est de faire de la productivité en évitant de manipuler tous les produits et puis d'identifier le nombre de produits qui restent pour définir les ventes. C'est de faire parler notre linéaire. Donc, plutôt des puces, mais embarquées derrière les étiquettes pour dire, voilà, il reste 3 Zaz, il reste 4, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et donc, avec les algorithmes de prédiction un petit peu des ventes à venir, de dire il faudrait que tu en relivres 12. Et donc là, les commandes passent en automatique chez nous, dans nos entrepôts, pour que, effectivement, on ait toutes ces informations en temps réel. Donc le RFID, c'est ça, hein ? Oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le RFID. On en rêve depuis pas mal d'années. Là, maintenant, je crois que dans la grande distribution, ça commence à se mettre en œuvre. Pas mal d'enseignes en parlent, ont testé. Des Decathlon, etc., maintenant embarquent sur toutes leurs étiquettes. Donc, je pense que ça y est, la technologie fonctionne, un coût abordable, parce que les technologies, elles existent depuis longtemps, mais c'est toujours le problème de retour sur investissement. Une étiquette, c'est cher et il faut... Voilà, donc on manipule des millions d'étiquettes. Donc des millions fois quelques centimes, ça fait très cher en fait. Nous, on est des traumatisés de la fiabilité.
parce que nos représentants, s'ils n'ont pas d'informatique, c'est, je pense, comme un ado qui a perdu son smartphone ou qui ne peut plus envoyer de SMS ou qui n'a pas ses écouteurs. On peut strictement pas travailler. Ensuite, les autres critères, c'est souvent la connectique. Nous, on a besoin de beaucoup de connexions. Il nous faut des ports USB. Il faut même, quand on casse un port USB, parce qu'on imprime et puis qu'on sectionne le port, il est impératif qu'on en ait un deuxième et qu'il soit ailleurs, comme ça, même si celui-là est défaillant, l'autre fonctionnera. Donc on pourra travailler en mode dégradé. Donc c'est vraiment les principaux critères de choix. Après, effectivement, on a une fidélité, mais on la vit très bien. Enfin, on n'en a pas besoin d'être infidèle. On a toujours trouvé avec Fujitsu, c'est la 5e génération. Enfin, Fujitsu était là avant 2000, la génération juste avant. Et depuis, on en est à la 6e version et toujours Fujitsu. On a toujours trouvé de l'écoute. Tout à l'heure, ça a été cité. Je pense que c'est important. Donc, ils ont une expérience quand même déjà, de longue date sur les tablettes, de l'écoute. Et puis, commercialement, ben voilà, à partir du moment où on échange, on trouve toujours le deal qui va bien, y compris en maintenance, parce qu'encore une fois, c'est très important pour nous. On a posé la question aux utilisateurs, qu'est-ce qui est important pour vous? Pour eux, ce qui est important, c'est la robustesse. Les commerciaux, notamment, c'est pas des gens très soigneux, ils mettent les machines dans les coffres de voiture, etc. Bon. Robustesse. Deuxièmement, autonomie. Il faut que la machine parte le matin et que le soir, on n'ait pas besoin de trouver une prise de courant. Parce que quand vous êtes en voiture, après, vous avez bien sûr, il y a les chargeurs de voiture, etc. Mais c'est pas très pratique. En plus, quand on charge dans une voiture, quand on roule, on pose la machine sur la banquette et on freine, la machine tombe, on la casse. Donc, c'est pas terrible. Donc, autonomie. Troisièmement, la connectique. Il fallait des machines qui supportent aujourd'hui la 4G. C'est-à-dire que déjà, tous les constructeurs qui ne proposaient que de la 3G, je vous parle d'il y a une année, il y a un an, c'était même pas la peine. Il fallait de la 4G parce que la techno 4G était en train d'émerger, on n'allait pas s'équiper d'autres choses. Pour les machines, toutes les machines, ce qui est important également, c'est que lorsqu'ils viennent dans un établissement où il y a des prises réseau, ils puissent se connecter en Wi-Fi. On a mis la Wi-Fi partout. Ou alors avec un câble. Et il n'y a pas beaucoup d'ultrabooks qui nativement ont une prise RJ45. Très très peu.